Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de... Tire-fesse. Je crois qu'en fait, c'est devenu notre truc officiel alors que c'était une blague au départ. Ça devait pas. On va voir si on va le garder ou pas. Bon, on parle de quoi ? On parle d'un sujet Bonne question. qui m'intéresse, m'intrigue et me passionne autant qu'il me perturbe. C'est... alors l'IA, on en a beaucoup parlé. J'ai eu peur. Mais non, ça va rester... Il est quand même en forme, hein. C'est juste que j'essaie de mettre des enjeux, tu vois. J'essaie de faire en sorte que les gens se disent... de hyper les gens, tu vois. Non, l'IA, on en a un peu parlé. Mais là, ce qui est assez surprenant, c'est la vitesse à laquelle ça avance sur la partie IA générative en vidéo. Et notamment sur tout ce qui va être avatar IA. J'écoutais un podcast ce matin... hyper intéressant, un épisode du podcast de Colin et Samir. Pour les gens qui écoutent un peu des podcasts sur la creator economy, ils font partie des gens qui sont un peu des plus connus sur le sujet. Et ils ont assisté récemment à 2 événements, Made on YouTube et MetaConnect. MetaConnect étant une espèce de grosse conférence annuelle dans laquelle Meta annonce toutes ses nouveautés. Et pendant cet événement-là, Zuckerberg a discuté pendant un certain temps avec l'avatar généré par l'intelligence artificielle d'un auteur d'un bouquin. C'est-à-dire qu'il échange de manière très fluide et très naturelle avec ce mec-là, qui n'est pas un mec, enfin qui est un avatar créé sur la base d'une vraie personne, mais c'était pas cette personne-là. Et ça commence à devenir bluffant, de réalisme, mais surtout aussi dans la capacité qu'on peut avoir à interagir avec ces gens-là. Et donc, pendant l'épisode de podcast, ils discutaient sur le futur de la creator economy, des créateurs de contenu, et je pense par extension, ça interroge le futur de la création de contenu au global, créateur de contenu comme marque. Parler d'un auteur. Exactement. Et donc, du coup, ça m'intéresse qu'on discute un peu ensemble sur si ce truc continue à avancer dans cette direction, à savoir, on a des avatars qui sont de plus en plus réalistes. La création, même vidéo, devient très difficile à distinguer de la réalité. Et en plus de ça, on peut interagir avec ces personnalités, alors c'est pas fictive, mais en tout cas digitales. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour nos métiers, pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux demain ? Comment leur métier va évoluer, comment le nôtre va évoluer ? Et surtout, qu'est-ce que ça implique nous dans les réflexions qu'on a sur la partie un peu plus stratégique, Marque, quoi. Ouais. Voilà. Première réflexion là-dessus, c'est un sujet que je maîtrise beaucoup moins que toi et je m'y intéresse sur des sujets précis, mais j'ai écouté là un podcast où une personne en gros était en train de créer tout un... Je peux pas dire son nom, sinon ça va faire des polémiques. Mais un studio d'animé. Et en gros, il est en train justement de créer des personnages, justement, avec lesquels demain tu pourras interagir. Okay. Et il est déjà dans cette optique-là. Et dès le départ, il pense ces animés en faisant en sorte qu'ils soient créés aussi par des IA de base. Okay. Comme ça, en fait, que cette transition-là soit la plus courte possible. Parce que l'écueil de ça, c'est la transition entre le personnage, par exemple l'auteur de ce roman, et l'IA qui en est créé. Comment, quand tu lui donnes toutes ces bases de données, il arrive vraiment à être la personne, versus c'est l'IA qui a créé ce personnage-là. Okay, donc le contexte de base. Elle le maîtrise parfaitement, quoi. Ouais, okay. Et donc je trouve ça aussi pertinent de se dire, dès le départ, on réfléchit à des personnages créés en IA. Et c'est là où ça fait encore plus de sens pour nos marques, quoi. On est sur un appel d'offres là, sur une marque. J'espère quand ça sortira qu'on l'aura gagné. Je peux pas donner le nom. Et en gros, justement, Ben a fait différents devis là, pour justement réussir. Ils ont une mascotte relativement iconique. Comment on fait pour la générer en IA ? C'est vrai que les tickets étaient relativement élevés. On était autour de 40K. Et lui, c'était pas vraiment de l'IA, dans le sens où c'était... 3D, un mix. Ouais, en fait, en gros, c'est un truc qui s'appelle VRChat, qui permet d'avoir ton personnage modélisé. D'ailleurs, tu peux incarner, du coup, avec la réalité virtuelle, etc. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir avoir un modèle 3D qui puisse être manipulé intégré dans un environnement réel, quoi. Exactement. Et du coup, demain, potentiellement, l'IA pourrait contrôler ce personnage, on lui donnerait le script, etc. Ce qui permettrait, du coup, de faire changer les choses. Mais déjà, la techno de base pour avoir
ce potentiel. C'est un peu plus complexe. Coûte assez cher, c'est des choses très spécifiques. Est-ce que c'est parce que je connais pas trop le sujet, mais est-ce que ça fonctionne comme sur des films d'animation avec de la motion capture ouais, c'est de la modélisation 3D ou ouais, en fait, c'est un peu en moins précis que ça. Donc, c'est en moins poussé. On n'est pas sur le niveau d'Avatar, etc. Mais en fait, en gros, c'est des combinaisons que la personne porte et du coup peut manipuler les choses. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la personne se déplace dans un environnement. Donc, c'est pas juste quelqu'un de statique. Je pense que la vraie diff par rapport du coup aux générations d'Avatar, etc. C'est le côté où, là, aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te dis le jour où l'IA va pouvoir faire ça, la personne se déplace dans un environnement réaliste, fait des actions, interagit avec des gens. Typiquement, c'était tout con, hein, mais dans la pièce, il y avait la caméra qui était posée à un endroit. La personne prend la caméra, se fait en mode selfie, et elle peut la poser à l'endroit où elle veut pour changer le plan. Donc la personne, du coup, dans ce truc-là, tu avais un truc un peu à la YouTuber, l'anciennement podcast, etc., que je trouvais intéressant. J'ai sollicité plusieurs boîtes qui permettaient de le faire. Vraiment en manière physique, et en fait tu avais ce truc physique genre avec un humain derrière, pas avec une IA. Le ticket d'entrée était à 40 000 €, sans compter la formation, le matériel. Demain potentiellement peut-être du coup quand je vois moi les avatars virtuels qui sont créés, s'il y a ça veut dire que tu crées une pièce à ton IA, tu lui dis interagis dedans, et là tu peux faire une télé-réalité où tu as toutes les actions de la personne, et dès que tu vas la toquer, un peu comme... On le met sur Mime, et puis on peut lui faire faire ce qu'on veut, suivant... de l'argent. Avec de l'argent. Moi, c'est marrant parce que t'es parti très vite sur mascotte. Moi, ce qui m'intéresse autour de la propriété intellectuelle, la personne c'est elle-même. aussi les perspectives d'exploitation économique pour les grosses filières qu'on connaît déjà très bien, mais ça va ouvrir des boulevards pour l'industrie du jeu vidéo, pour l'industrie du cinéma, pour l'industrie de l'animation, etc. Tous les personnages Marvel, par exemple, tu vois. Exactement. C'est vrai que moi, je le visualise moins aujourd'hui, tu vois, sur des personnes physiques. Et c'est là où je voulais en venir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les use cases, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur l'application plus entreprise, on va dire classique, beaucoup d'applications aujourd'hui internes. Onboarding collaborateur, customer service aussi. Tu vois, le fait d'avoir quelqu'un qui incarne le service client et qui va être en mesure d'interagir avec potentiellement un client sur des demandes qu'il pourrait avoir, hyper intéressant. Moi, ce que je me dis demain, si je reviens à nous et à notre prisme, sujet d'incarnation, difficulté des fois à mobiliser les collaborateurs pour incarner des contenus, des formats. Demain, tu pourrais tout à fait imaginer un monde où on a quelqu'un qui représente la R&D, quelqu'un qui représente le service client, quelqu'un qui représente les fonctions en production, et de se dire que là où on galère des fois sur des sujets d'acting, même, tu vois, des trucs des gens qui ont envie de bien faire, qui sont prêts à jouer le jeu, mais qui sont pas à l'aise face à une caméra, ce qui nous donne beaucoup de boulot, tu vois. Est-ce qu'on pourrait contourner la loi E20 en créant un bartender Mais non, mais ça pose des questions, mais c'est... de se dire et pour le coup on est vraiment, enfin, les solutions qui existent aujourd'hui sur le plan technique, on pourrait être sur des use cases qui sont tout à fait envisageables à relativement court terme, tu vois, 3-6 mois, demain on est en capacité de le faire, quoi. Après moi là-dedans ce que je vois, il y a un peu deux chemins qui vont arriver, c'est que tout le monde va le faire. Donc en fait on aura toutes les marques qui ont communiqué comme ça, donc globalement les utilisateurs vont se dire j'en ai marre, tu vois, typiquement un Hugo Décrypte qui fait ses informations, demain il a son avatar qui fait, tu vois, c'est juste lui en fond vert, etc. Plus besoin de lui. Clairement, derrière il se crée ses avatars, etc. Des formats très, on va dire, pédagogiques. J'aime bien typiquement ce que fait Jamie de C'est pas sorcier, son nouveau média. Derrière, typiquement, lui, quand il explique, pas forcément besoin de lui, on réussit à le dupliquer, etc. Et en fait, je pense que tous ces créateurs qui avaient des formats qui étaient beaucoup liés à la personne, je pense, vont être beaucoup moins intéressants parce que en fait, il y aura tellement sur le marché. Ou l'inverse. Ou leur personne aura encore plus d'importance. Ça pose la question. En fait, c'est vrai que par extension, ça interroge le rôle des talents et comment tu fais pour toi comment tu fais pour pas devenir obsolète dans un contexte où le contenu incarné va devenir sur le papier de plus en plus facile à produire, at scale en plus. Et donc du coup, on en parlait un peu avant de lancer l'enregistrement, mais c'est vrai que moi les questions que je me pose, c'est de me dire comment la notion de marque personnelle, qu'on soit créateur de contenu ou marque, etc., continue à avoir du sens, et qu'est-ce que ça implique pour que à un moment où des contenus incarnés, il y en a beaucoup, que effectivement il y a certaines typologies de contenus où ça va être très facile sur des contenus pédagogiques, sur de l'informatif, sur des choses comme ça. Quelle place tu prends toi en tant que créateur de contenu là-dedans, quoi. Ou alors tu vois, la ligne éditoriale, quelque chose vraiment qui change aussi, c'est-à-dire parce que
mine de rien, c'est quoi la patte que tu donnes, l'image, quoi, je pense qu'il va... Moi, je suis convaincu que... Je pense que tu auras vraiment un retour de balancier assez fort. Tu auras des trucs relativement classiques et tu as des trucs qui vont tester d'avoir un truc plus excessif, tu vois, pour vraiment affirmer cette marque. Mon pronostic là-dessus, c'est que les gens qui vont l'utiliser du coup en montage, etc., je pense que ça va tuer le truc. Derrière, tout le monde va le faire, etc. Et puis ça va devenir tellement commun que plus personne va intéresser, TikTok va l'intégrer, etc. Je pense que pour le coup, ça va devenir vraiment, je pense, comme un filtre, etc. Je pense que vraiment, demain, il y aura ce truc presque, tu peux mettre l'avatar, tu peux lui dire ce que tu veux, etc. Et ça va s'intégrer vraiment aux applications, parce que ça va être accessible. Et je pense, et je suis convaincu d'un autre truc, c'est que l'intérêt, et c'est ce que a fait Marc, c'est le côté conversation en direct. Je pense que demain, on aura des contenus où en fait, par exemple, on pourra avoir une vidéo dans laquelle on communique avec le Dalai Lama, du coup, en direct, et c'est là que ça va devenir intéressant, parce que ça va être un être humain qui va communiquer avec la machine, et du coup, il y aura un truc un peu marrant à créer du divertissement, créer un échange. Juste si on avait, du coup, un personnage virtuel qui est célèbre, qui est connu, qui te parle face à toi, en vrai, il y en aura un paquet. Ça va plutôt être l'interaction avec la machine qui va être intéressant. Et du coup, on va créer des avatars de personnes qui sont... J'imagine bien un format podcast où typiquement tu as une personne réelle qui communique avec une personne qui est décédée ou une personne. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, avec tous les anciens de la pub, tout début de l'IA générative, un truc qui avait beaucoup fait parler, c'était un podcast où je crois que c'était Joe Rogan qui interviewait Steve Jobs, mais qui n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'ils avaient, mais c'était vraiment au tout début de l'IA, c'était il y a ça 2-3 ans, je me souviens, c'était parti viral sur Internet parce qu'il y avait ce faux épisode de podcast qui était bluffant de réalisme. Où Joe Rogan interviewait Steve Jobs alors qu'ils se sont jamais croisés, ils se sont jamais rencontrés. Et je pense que ça, pour le coup, ça aura un impact parce que du coup, ça sera l'intervieweur du coup qui va poser les bonnes questions et du coup, il y aura les bonnes réponses de l'IA, etc. Je pense qu'il y aura vraiment un truc qui va se passer. Et du coup, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est tous les gens qui vont devoir être créatifs, qui vont être créatifs et qui vont détourner ça. En fait, en sachant que tout le monde aura le même terrain de jeu, donc de se dire, en fait, on peut faire parler n'importe qui. Quelles sont les conneries qu'on va leur faire dire? Après, ça pose quand même, est-ce que l'IA une question va nous le permettre, tu vois? Est-ce que c'est la vraie personnalité? Est-ce que du coup, par exemple, je sais pas, moi j'aime bien les interviews, je sais plus comment il s'appelle, celui qui pose toujours les questions à la con, par exemple, qui avait fait pour Nabila. Je sais plus son... Comment il... Après, même Théodas aussi le fait. Et en fait, si c'est vraiment la personne, tu peux l'amener sur n'importe quel sujet. Tu peux, par exemple, avec un mec, Einstein, typiquement, tu peux aller lui poser des questions hyper techniques ou des questions complètement stupides par rapport à ton quotidien. Et du coup, c'est là que tu vas créer du côté un peu drôle, etc. Et je pense que la rupture qui va se passer... Le hack-foot d'Einstein. Non, mais totalement. Et en fait, sans électricité. Et je pense qu'en fait, ça va être là où en fait, on a ce terrain de jeu, où les gens qui vont l'utiliser de manière créative vont s'amuser. Je pense que les marques, typiquement, en fait, vont pouvoir faire plein de trucs. Et... Non, moi, je pense que ça n'arrivera pas parce que... Voilà, qui casse tous nos rêves. Non, mais parce qu'il y a le sujet du droit à l'image. C'est-à-dire que tu pourras peut-être le faire une fois, mais tu vas très vite te faire choper et tu seras... Je pense que même sur des personnes qui sont mortes il y a plus de 100 ans, on pourra pas... Le droit à l'image tombe pas dans le domaine public. Merde. J'étais pas assez assidu en droit. Mais après, moi, là, je le pense plus en mode... Les créateurs essaieront de choper les droits. Par contre, les marques vont choper les droits. Par contre, les créateurs, ils vont jamais respecter ça. Ils vont s'en foutre. Et derrière, jusqu'à ce que tu te manges un procès et que tu doives payer des millions d'euros de dommages et intérêts parce que tu as porté atteinte au droit de la personne. Ouais, mais en fait, quand tu vois le nombre de personnes, typiquement nous aujourd'hui, on fait des caméras cachées, on fait des micro-trottoirs. À chaque fois, on doit faire signer un papier à tout le monde en disant, etc. Ouais. Aucun créateur le fait. Aucun créateur. Et en fait, encore une fois, ils ont de la chance. Ouais, non, parce que demain, moi, je me fais piéger dans une vidéo, le truc devient viral, fait des millions de vues sur Internet et ça me dessert. Je les rentre dedans, tu vois. Est-ce que des fois, ça sera pas un peu comme une culture comme la culture même où on utilise l'image des gens je pense qu'il y aura ce truc-là. Ça dépend comment c'est utilisé. Encore une fois, exception au droit d'auteur, au droit à l'image. Faudra qu'on soit drôle, quoi. Il y a un régime juridique qui encadre ce truc-là. Tu peux pas faire n'importe quoi. Là, on se parle d'un truc complètement différent. Demain, tu mets des mots dans la bouche d'une personne. Enfin, tu vois, il y a un truc et puis en plus, on peut faire tenir des propos qu'ils ont jamais tenus sur des sujets sur lesquels ils se sont jamais exprimés. Bien sûr. Pour moi, ça n'arrivera pas. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est sur le fait que, effectivement, je pense qu'à un moment, ça va se généraliser et donc, du coup, le terrain de jeu sera le même pour tout le monde. Mais je pense qu'il y aura quand même un truc où, moi, ce que je vois, et j'aime bien réfléchir comme ça en termes d'extrême, quoi, c'est-à-dire que sur ce qu'on disait sur
il y a des types de contenus où ça va se généraliser et où du coup la valeur ajoutée du créateur elle deviendra proche de zéro. Et dans les faits, tu le vois, même moi je le prends en compte. C'est une discussion que j'ai eue avec vous deux séparément cette semaine, mais sur à une époque où ChatGPT a réponse à tout sur le papier, comment tu fais pour toi continuer à rester pertinent? Et je pense que tu vas devoir soit développer des points de vue qui sont très affirmés ou très différents, soit essayer de créer du lien différemment, qui est que les gens créeront un lien avec toi, pas seulement sur la base de la valeur que tu leur donnes, mais sur cette notion de proximité. On en avait déjà un peu parlé, le bidding public, comment tu fais pour inviter les gens dans les coulisses, etc. Et accepter qu'à un moment, si tu veux continuer à rester pertinent dans cet écosystème-là qui va évoluer, tu vas devoir te montrer encore plus humain, entre guillemets, parce que, en fait, un truc que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire, sauf s'il ment, c'est raconter des histoires. C'est-à-dire que partager des expériences, de fait, l'intelligence artificielle, elle ne vit rien. Elle les a pas vécues, quoi. Elle est dans un écosystème clos, fermé, sur un ordinateur. Je pense que ça va donner encore plus de valeur aux gens qui font des choses et qui racontent ce qu'ils ont fait et les apprentissages qu'ils en ont tirés. Moi, je pense que c'est pour les créateurs, en tout cas, il y a un monde où ça va donner des points supplémentaires aux gens qui sont dans ce truc de j'expérimente, je vis des trucs et je vous partage ce que j'ai vécu, quoi. Et je suis totalement d'accord. Et en plus, là-dedans, on parle beaucoup en création de contenu, donc sur les réseaux et tout. Moi, je pense aussi ça va être sur l'expérience utilisateur. Par exemple, via la conversation, le chat, la modération et tout. Où je pense que demain, potentiellement, rien que même si c'est pas de l'incarnation, etc., il y aura potentiellement la modération qui pourra être faite par une IA. Donc là-dessus, qui aura les codes du coup de telle personne qui est chef de projet, community manager. Les chartes qu'on fait aujourd'hui pour les marques avec lesquelles on bosse. Il y a un monde où tu paramètres un chatbot, tu lui donnes sa charte de mots-clés, il sait répondre. Tu vois. Et encore, peut-être demain, sur Insta, la conversation, tu pourras avoir, si c'est le SAV, tu as une conversation téléphonique ou visio avec la personne. Et je pense qu'en fait, ça va aussi beaucoup changer le côté, l'usage de lien entre la marque, où en fait, je pense qu'il y avait un truc aujourd'hui qui marche moins, c'est que tu sais jamais trop à qui tu t'adresses. Et du coup, en fait, quand tu as besoin d'informations, de questions, tu sais pas vraiment que tu vas pouvoir les poser. Demain, je sais pas, on a des chefs cuisiniers chez Tirefest. Demain, typiquement, nos chefs de projet, du coup, ils ont le savoir de nos chefs de projet, nos chefs cuisiniers, etc., mais peut-être de chefs étoilés, etc. Mais en fait, on pourra leur poser des questions, même en interne, pour réussir du coup à faire la différence, trouver des idées, réussir à challenger en disant j'ai cette recette-là, mais j'ai cette problématique-là, je sais pas comment le faire. Et en fait, tu réussis vraiment à faire la différence. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est que potentiellement, on va pouvoir mettre des couches supplémentaires sur ce qu'on essaie déjà de faire pour les marques avec lesquelles on bosse, qui est conseiller les consommateurs. Mais le faire avec des modalités différentes. Là où je pense que c'est encore plus vrai ce que tu racontes, c'est que je pense à Meta en particulier, parce que c'est moins le cas de YouTube et je ne sais pas pour TikTok, mais je sais que Meta, ils investissent énormément sur justement tous les use cases possibles de comment on intègre l'IA au maximum à nos outils existants. Et je me dis que comme il y a déjà cette fonctionnalité conversation, enfin ce sujet de conversation qui se fait naturellement sur les réseaux, je pense qu'ils vont réfléchir aussi à se dire comment on implémente l'IA dans cette partie de notre écosystème d'outils et comment on propose aux marques demain de paramétrer des chatbots qui réagissent en temps réel. Et quand t'en parles, ça me fait penser à ça. Un truc qu'on galère à faire de manière récurrente, c'est les stories. Hyper compliqué. Peut-être un truc comme ça où en fait on n'a pas besoin d'avoir une énorme valeur ajoutée. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans dans les stories, c'est qu'en fait aujourd'hui, on sait que c'est un bon moyen de réussir à créer du lien avec la communauté. Potentiellement, tu pourrais demander à ton avatar derrière de pouvoir créer du contenu, etc. dessus, ou si tu as un format statique ou un peu plus classique, tu pourras réussir à créer la conversation. Et potentiellement, peut-être demain sur Insta, tu pourrais coupler du coup le côté FAQ directement avec la réponse de la personne. Et du coup, tu as une création de contenu un peu sympathique en story qui derrière permet peut-être de créer un peu plus de liens, je pense, avec la marque. Et c'est là où souvent on caricature l'IA en disant ça va créer moins de liens, ça va être plus fake et tout. En fait, ça va aussi des fois venir en complément du rôle des humains et des choses qu'on n'était pas en capacité de faire. La réactivité en SAV sur un message ou autre, on peut pas l'avoir dans la minute. Même des fois, ça va créer quelque chose qui va être différent. Des connaissances aussi, c'est des trucs on a beau, nos chefs de projet, on beau se former, apprendre à connaître les gammes produits des clients, etc. Tu n'auras jamais le même niveau de connaissance que quelqu'un qui bosse dans un service client ou dans un SAV. Donc demain, se dire que tu as paramétré un chatbot qui a
entre guillemets l'intégralité de la base de données qui est utilisée par le service client. Je pense ça. Si tu as ton chef de projet qui est en vacances, entre guillemets, là, cette personne, elle est toujours en capacité. Et je pense qu'il y aura des rôles même. Tu vois, je pense qu'il y a c'est pas si loin que ça. Demain, tu envoies un DM à une marque sur Instagram. À qui voulez-vous parler ? Au service client, au chef de produit, tu le vois des fois dans au les machin. Chats et donc en fait, sites, et là derrière, boum, ça part. Tu dis service client, ok, et tu pourras presque avoir un truc très interactif de ok, bonjour, je suis Jessica du service client. Exactement. Est-ce que tu as des fois la fonctionnalité même d'appeler, tu vois, sur Insta est peu utilisée, demain aussi, tu pourrais avoir ça quoi. Et on en parle aussi sur la partie création de contenu où je pense que derrière on pourrait demain assez facilement créer des côtés conversationnels, un peu comme on peut le faire sur Twitch. Quelqu'un, par exemple, je sais pas, imaginons en train de réaliser une recette de cuisine, cette IA, typiquement, pourrait en direct donner son avis du coup sur ta recette. Donc, je sais pas, tu lui envoies ton plat, etc. C'est ton modérateur, quoi. Ouais, exactement. Et peut-être, je pense que je me suis mal exprimé, mais plus dans le côté où... je me suis clairement mal exprimé, parce que j'ai réfléchi en même temps. T'as vu, je rebondis pas. Mais en fait, en gros, tu lui envoies ta problématique en direct, en disant « J'ai utilisé votre produit, je galère sur ma recette, etc. File-moi un coup de main. » Et là, t'as l'IA qui analyse le truc et qui te répond de manière sympathique. Comme les conseillers culinaires que t'as chez beaucoup de nos clients qui travaillent dans les labos, quoi. Ouais, puis même demain, t'imagines, tu pourrais, je sais pas, sur des restaurateurs, sur le Mac Food Service, je suis une brasserie, je suis un snacking, je suis un restaurant étoilé, j'ai besoin de ça, tu pourrais lui donner une granularité qui est énorme, tu pourrais avoir des échanges sur des... Et même nous, demain, dire, voilà, ce soir, j'ai envie de passer 1 heure en cuisine, et tu pourrais échanger beaucoup plus qu'aujourd'hui. Tu tapes sur TikTok, sur Google. Comment les réseaux sociaux, justement, arrivent à prendre ça en main. Et là, du coup, je pense que ce que je disais tout à l'heure, je suis vraiment convaincu à 200% quand on a des conversations, c'est que ce qui va créer un bon contenu, c'est pas l'IA seule qui va faire le truc, c'est comment on va créer un lien entre la personne et l'IA, parce que c'est là en fait qu'on va se donner de la valeur ajoutée. Typiquement, c'est ce côté où j'ai ces problématiques en cuisine. Derrière, il y a l'IA qui va pouvoir donner une réponse, on va peut-être pouvoir en faire un contenu et du coup créer un lien, parce que du coup, c'est alimenté par quelque chose de vrai et de tangible. Et je pense que demain, et c'est pour ça que les démos d'IA que je vois qui me font le plus rêver, des fois c'est quand l'humain se foire. Parce que c'est drôle de voir que derrière ça donne un côté un peu marrant. Je sais plus si c'était je crois que c'est Google qui a fait une démo là récemment où ils sont foirés. Tout le monde a rigolé dans la salle, tout le monde sait à la fin que ça marche, juste que c'est le mec qui s'est foiré quoi. C'est intéressant. Et après sur le en fait je pense pour moi il y a 2 trucs. Il y a la question du lien émotionnel où là clairement, je pense que l'IA générative dessert ce truc-là. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas utiliser l'IA pour faire ce qu'un humain aurait pu ou dû faire, tu diminues la jauge, entre guillemets, du lien émotionnel entre le consommateur et la marque ou le créateur de contenu. Par contre, là où l'IA générative remet du truc, c'est sur la dimension valeur, quoi. Pour moi, je pense qu'en fait, à date, je pense que l'IA a énormément de potentiel sur comment on fait pour continuer à apporter encore plus de valeur à notre audience, à nos clients, et le faire de façon encore plus personnalisée, beaucoup plus interactive qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais si ton enjeu, c'est de créer une marque qui soit communautaire, un truc iconique dans lequel le lien émotionnel avec la marque est hyper fort, et il faudra que tu arrives à contrebalancer ce truc-là avec quelque chose de très humain, beaucoup plus incarné, et ça fait écho aux discussions qu'on a déjà eues sur la transparence, l'authenticité, le fait de montrer les coulisses, le bidding public, etc. Et je pense qu'il y a un peu cette espèce de balance à trouver entre les deux. Et je pense par contre qu'elle va... Alors ça va mettre du temps, mais nos enfants demain qui vont grandir dans un monde où tu pourras avoir ton avatar et c'est ton meilleur pote, peut-être demain c'est ton amoureux, ton truc, en fait auront ce truc émentionnel à un moment. Ça je sais pas, c'est dur de prédire l'avenir là-dessus, mais est-ce qu'à un moment il y aura, tu vois, quand tu auras grandi avec ça, que les frontières vont se brouiller, quoi. Alors, on le voit, nous maintenant moi j'ai ChatGPT sur mon portable, j'ai des conversations avec lui, j'ai des conversations avec lui, et toujours sympa, il s'énerve jamais, hyper calme, il répond à tout, il a jamais mal à la tête, plutôt de bons conseils. Non, c'est cool, hein. Et je pense un autre truc aussi qui est important, j'ai plus en tête parce que j'ai pas vu la conférence de Meta et l'écrivain, mais de souvenirs que j'avais, c'était je crois que du coup la personne qui est incarnée, elle est pas réaliste, c'est si elle est réaliste. Si, okay. Réaliste, parce que moi c'est un peu la frontière que j'aurais, c'est de me dire je serais plus ok de parler avec une IA qui a un avatar oui, tu vois que c'est de l'IA. Si c'est trop réaliste, j'aurais un peu le truc de me dire
Ah, c'est dur. Parce que... Mais en fait, la difficulté, c'est qu'il y a un moment où, tu vois, le problème, c'est que ça arrive dans tellement de dimensions. Le podcast que j'écoutais ce matin, il disait, si demain, tu as tel créateur de contenu que tu adores, tu as l'habitude de le voir dans son studio, machin, etc., il publie une vidéo sur YouTube et il y a un petit encart en bas qui dit « Made with AI », tu vois, genre fait avec de l'IA. Mais tu sais pas quelle partie est faite avec de l'IA. Tu sais pas si c'est la vidéo qui a été générée, si c'est le script, si c'est... En fait, tu sais pas. Si et donc, c'est en post-prod. Et si c'est super bien fait, bah, t'as beau le dire que ça a été fait avec de l'IA, ça devient très compliqué de savoir qu'est-ce qui a été fait avec de l'IA concrètement, tu vois. Bah, ça va être ça. Hein. Je prends un exemple. Squeezie, quand il fait ses sponsors, du coup, sur sa chaîne gaming, etc. En fait, il a toujours un encart où c'est plus lui qui prend la parole, c'est un avatar. C'est un personnage dessiné, etc. Il me dit, demain, il y a la gueule de Squeezie, etc., qui fait la promo en IA, etc. Je trouve que si je sais que c'est de l'IA, il y a sûr à 200% que je skip parce que derrière je me dis putain il a pas fait l'effort. Et puis est-ce que tu vas le savoir dès le début, est-ce que tu vois ça sera au fond avec un créateur de contenu en plus ce qui donne du poids à sa recommandation c'est le fait qu'il soit lui investi dans le truc, tu vois. C'est genre moi personne X je cautionne telle marque ou tel produit. Ouais, tu te dis peut-être potentiellement c'est si son équipe. Si c'est fait via un avatar, ça met de la distance. Et là tu le vois typiquement dans le truc, je pourrais vous le montrer, mais c'est pas très bien fait, c'est juste un dessin de lui fait à l'arrache et sa voix off et du coup les lèvres qui bougent. Mais du coup ça marche mieux, ça marche moins bien que si c'était lui qui en parlait vraiment, mais ça marche mieux que si c'était une IA ou juste une voix off. Mais je pense que demain tu vois il y aura ce truc de les gens vont se poser des questions de plus en plus. Mais à un moment je pense que ça va devenir naturel quoi. C'est là où tu te poseras même plus la question parce que tu te dis c'est quand même lui qui est derrière cette IA et donc je le regarde, si je trouve ça bien, point quoi. Et je pense qu'on est encore aujourd'hui dans un prisme du et en plus nous on a envie de vrai authentique, mais en fait demain on fera plus la différence entre vrai ou faux. Après je pense que peut-être dans les trucs qui vont persister pendant encore un moment il y a le live quoi. Le côté c'est en train de se passer en ce moment, tu vois. Je sais pas, par exemple ce qui fait qu'on aura du mal à imaginer demain qu'un match de foot soit fake, c'est que tu te dis non là ils sont en train de faire l'action à l'instant T, tu vois. C'est t'as des IA compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour tout le monde, créateur de contenu, marque, etc., je trouve que du coup, ça va donner une prime à tout ce qui se passe en temps réel. Parce que pendant encore quelques temps, je pense, on sait que ça sera, entre guillemets, le dernier bastion qui sera préservé de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, je pense que on accordera encore plus de crédit à ce genre de démarche ou de happening que des trucs qui sont préenregistrés, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense que demain, clairement... Et je pense que ça donnera aussi beaucoup de crédibilité au vrai, tu vois. On parlait tout à l'heure de l'avatar versus la mascotte Duolingo. Est-ce que, tu vois, demain, il n'y aura pas aussi encore, alors, je ne sais pas combien de temps, mais tu vois, un truc... c'est sûr que là, typiquement... Un plus à ce truc vrai qui est hyper craft, presque sur le papier un peu ringard, mais en fait qui revient... Je pense que le craft va être dingue, même de se dire que les gens ont fait eux-mêmes, etc. Même demain, c'est con, mais là, on le voit, il y a une chaîne TikTok que j'adore qui, en gros, font pas de cut. Et en fait, en gros, l'objectif, c'est comment tu fais pour faire des changements de plan où ta caméra, elle te suit. Donc, c'est en gros, ils changent de décor, etc. Et du coup, ils font beaucoup de making-of sur, tu vois, l'envers du décor, où tu vois le truc qui se déplace, etc., qui est très marrant parce que les mecs sont du plan séquence et tout. Et c'est cool. Chaud, hein. Et c'est marrant parce que du coup, leurs vidéos backstage performent plus que leurs vidéos classiques parce que les gens, ils kiffent ça. Ils kiffent voir comment c'est fait et tout, tu vois. Donc, demain, je pense que des créateurs qui font eux-mêmes, qui n'utilisent pas d'IA, ont tout intérêt à montrer les coulisses pour montrer qu'ils utilisent que c'est du craft. Mais en fait, en soi, la conclusion là-dedans, moi, je trouve intéressante, c'est que c'est cool. En fait, c'est typiquement tous les échanges qu'on a là. En fait, je me dis, l'IA, elle a vraiment ce truc de rabattre les cartes constamment, nous faire progresser et faire que notre métier en social media, il soit pas chiant, quoi. En tout cas, ça va mettre une prime à l'authenticité, une prime à la créativité. Ça continue de faire tomber la barrière à l'entrée, donc tu as aussi potentiellement de plus en plus de gens qui vont créer, et dans le lot il y aura forcément des choses intéressantes qui vont en ressortir. Et après, moi j'aime bien, je pense que je vais garder un peu, je vais essayer de continuer à explorer le truc à travers cette grille de lecture de lien émotionnel versus valeur d'usage. Tu vois, un truc qui est, je pense que l'IA va être un accélérateur énorme sur la valeur à l'usage, donc personnalisation, proximité, interaction, comment on apporte
plus de réponses, plus vite, d'une meilleure qualité aux gens par rapport aux questions que les gens se posent. Mais ça pose quand même cette question de se dire, attention, comment on fait pour quand même continuer à créer un lien émotionnel et pas tomber dans le fait de devenir une commodité. Parce qu'en fait, si ta valeur ajoutée, elle se résume exclusivement à la valeur d'usage, tu deviens une commodité. Et puis tu trouveras facilement l'information. Et le jour où quelqu'un fait plus accessible, plus vite que toi, avec un plus haut niveau de personnalisation, du coup tu perds de ta valeur, quoi. Donc ça pose quand même la question de se dire comment on crée de l'émotion. Comment on crée de l'émotion chez les gens qu'on cherche à toucher, quoi. Hyper intéressant. Ça s'arrête là ? Ouais, ça s'arrête là. C'est good. C'est tout pour nous. Ciao. Ciao.